Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens, ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez ? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand ? C'est pour quand ? C'est pour quand ? Alors ? C'est pour quand ? Bienvenue dans Alors c'est pour quand, le podcast qui ouvre la voie à celles et ceux qui redéfinissent les règles. Je suis Octavia et ici, je donne la parole à des femmes libres, inspirantes, qui prouvent qu'il n'existe pas un seul chemin en matière de maternité et de non-maternité. Aujourd'hui, pour cet épisode spécial Podcaston, on va parler d'engagement associatif. Parce que quand l'État ne fait pas assez, les associations prennent le relais. Et c'est particulièrement vrai en matière d'accompagnement pré- et post-natal. Il y a un chiffre que je répète souvent ici, parce qu'il est tout simplement effrayant. La première cause de mortalité maternelle en France, c'est-à-dire jusqu'au 1 an de l'enfant, c'est le suicide. C'est une réalité qui oblige à regarder en face ce que traversent de nombreuses femmes après leur accouchement. On parle souvent du bonheur d'être mère, mais beaucoup moins de ce qui peut venir l'assombrir. Fatigue extrême, chute hormonale brutale, isolement, et pour certaines, la dépression postpartum. En France, 10 à 20% des jeunes mères souffrent de dépression postpartum. Pourtant, le dépistage et la prise en charge restent insuffisants. Pour parler de cette période parfois difficile, mon invitée du jour, Aurélie Péchery-Perry, va nous raconter son parcours et nous expliquer comment l'association Maman Blues, dont elle est la secrétaire trésorière, accompagne et oriente chaque année des centaines de femmes en détresse. Salut Aurélie. Bonjour. Toi, tu as décidé de t'engager dans l'association Maman Blues parce que tu as toi-même vécu une maternité compliquée. Est-ce que tu peux nous raconter, déjà, on va commencer par le début tout simplement, comment s'est déroulée ta grossesse ? Pour remettre un peu les choses, parce que bon, il y a quand même un historique, c'est que moi, je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, avec plein de symptômes associés, surpoids, fatigue, etc. Et du coup, une infertilité. On m'a dit, dès le plus jeune âge, parce que je pense que ma première échographie qui indiquait ce qu'on appelait à l'époque des kystes aux ovaires, ce qu'on appelle aujourd'hui des follicules, on m'a indiqué qu'il y avait trop, en fait, de kystes, de follicules sur les ovaires, et que ça rendrait compliqué toute envie d'avoir un enfant, qu'il faudrait passer par un traitement, qu'ensuite il y avait un risque de fausse couche qui était important, mais bon, à l'époque, sans mettre le terme de SOPK, parce qu'on n'en parlait pas, on n'en connaissait pas trop. J'ai rencontré mon mari, et on a eu très rapidement envie d'avancer ensemble, et ma gynécologue de l'époque m'a dit, bon, de toute façon... essayer pendant 6 mois et puis on finira en PMA avec mon mari. On a dit bon, allez vas-y, de toute façon ça viendra pas, donc on peut se lancer comme ça, on dira qu'on a fait nos 6 mois d'essai et ensuite on partira sur un autre parcours, mais dans notre tête en fait ça allait pas fonctionner, donc on y allait pas parce que c'était le moment d'y aller, mais parce que comme ça on faisait nos 6 mois d'essai et puis après on était tranquille, on pouvait lancer des démarches pour avoir ce bébé. La vie a fait que je suis tombée enceinte tout de suite. Ah. Je fais le test de grossesse, je dis à mon mari, non mais ton test, c'est de la mouise. Donc il était positif. Il était positif. Ouais. Et je dis, mais c'est de la mouise, c'est pas possible. En plus, je viens d'avoir mes règles, je dois avoir un kyste aux ovaires. Bref, un peu le déni. Il me dit, bon, je vais en racheter. Il va en racheter, ils sont positifs. Et donc je dis, non mais laisse tomber, c'est un kyste. Je fais une prise de sang. Et le premier truc que je lui dis quand je fais la prise de sang, qui montre en fait que la grossesse, elle est... déjà un peu avancée façon de parler, mais je suis pas non plus à 2 semaines de grossesse, quoi. D'accord. Je lui dis non mais t'attaches pas, de toute façon on va le perdre. Et au final, pourquoi je raconte ça, c'est parce que c'est les prémices de ce que j'ai vécu pendant ma grossesse et de ce que j'ai vécu après l'accouchement, parce qu'au final on peut pas parler de déni puisque je savais que j'étais enceinte, mais il y avait quand même une forme de déni dans le sens où j'ai pas voulu accepter le fait que j'étais enceinte, et puis après j'étais persuadée qu'on allait me le retirer. En fait, toute ma grossesse, j'étais persuadée qu'on allait me retirer ce bébé, que je ne méritais pas, parce que en fait j'aurais pas dû j'aurais pas dû tomber enceinte naturellement. C'est un mécanisme psychologique, en fait. J'ai tellement... je suis tombée enceinte, mon premier-né, j'avais 29 ans.
Et donc, de 15 à 28 ans, on m'a bassiné avec le fait que je n'aurais pas d'enfant naturellement, qu'il faudrait passer par des traitements, que ce serait long, qu'il y aurait des fausses couches. Donc, forcément, tu tombes enceinte du premier coup. Je sais que pour des femmes qui ont des parcours beaucoup plus longs, ça peut paraître complètement hallucinant ce que je raconte, mais en fait, moi, j'étais pas conditionnée à tomber enceinte. Ouais, t'étais pas préparée dans ta tête, Non. en fait, Ah non. parce que tout ça arrive. Il était désiré, mais il n'était pas attendu à l'instant T. Dans notre tête, c'était vraiment, on en a minimum pour 1 an et demi à avoir un bébé, mais on se lance parce que moi, j'avais déjà 28 ans et qu'il fallait se lancer, et qu'on avait ce désir quand même qui était très profond. Le début de grossesse a été chaotique. J'ai eu des douleurs qui s'apparentaient en fait à une grossesse extra-utérine. Donc, pour moi, ça validait un peu le fait que je n'allais pas le garder. Donc, on a été aux urgences. C'était pas ça. Il y avait le cœur qui battait. C'est la fois j'ai eu des coliques néphrétiques. J'ai perdu du sang. Vraiment, les premiers mois ont été très compliqués. L'angoisse totale. Ça a été une angoisse totale. Moi, je voulais pas parler de la grossesse. Je l'ai même pas annoncé. Je suis quand même très proche de mes parents, de ma tante. Voilà, moi, je suis très famille. Ouais. Et je l'ai annoncé. J'étais dans mon 4e, 5e mois. Il y a un mal-être qui s'est installé. Où moi, j'en voyais pas le bout de cette grossesse. J'étais persuadée que j'allais avoir un enfant qui allait avoir des problèmes neurologiques. Moi, voilà, j'ai eu des troubles alimentaires. Et pendant la grossesse, on nous bassine un petit peu avec ce qu'on peut et ce qu'on ne doit pas manger parce que y a des séquelles sur le bébé. Donc, moi, j'avais très peur de manger de mauvaises choses. Ça a ravivé des tocs alimentaires. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que je ne touchais plus rien de cru, plus rien des légumes même qui pouvaient venir de la terre. J'ai mangé des sandwichs triangles pendant quasiment toute ma grossesse. Ah, c'est fou. Oui, pourtant c'est pas on sait pas comment c'est fait, mais c'est le seul truc où je me disais c'est industriel, donc il y a des contrôles, donc il y a moins de risques. Et quand je mangeais de la viande, ça allait que ce soit mon mari qui la cuise, sinon je ne mangeais pas la viande. Voilà, c'était vraiment très 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 compliqué. Je me suis sentie un peu oppressée. D'accord. Parce que on me forçait à accepter un peu la réalité de ce bébé qui allait arriver. Sauf que moi, dans ma tête, le bébé, tant qu'il était dans mon ventre, il n'était pas en sécurité. Ouais. Voilà, moi j'étais convaincue que si j'allais jusqu'à l'accouchement, tout irait bien. Mais Ok. j'avais pas confiance. Voilà, moi j'avais hâte qu'on puisse se partager la santé et la sécurité du bébé. Alors que je me sentais seule en fait à porter la santé et la sécurité de mon bébé. Et donc le fait qu'il y ait des attentions comme ça, pour moi, c'était pas possible, quoi. Pour comprendre le postpartum, il faut comprendre, dans mon cas, il faut comprendre qu'il y avait quand même des choses dans la grossesse qui se sont jouées, qu'avant la grossesse, il y avait des causes. Ouais. Voilà, j'étais à risque de dépression de toute façon. On va aux urgences, et c'est vrai que en 15 jours, ça devait être la 3e fois que j'y allais parce que j'étais en crise d'asthme. Et la sage-femme qui me dit devant ma mère, mais vous en voulez vraiment de ce bébé ? Et j'ai envie de lui répondre, Mais c'est horrible de poser cette question comme oui. ça. Bah oui, et puis si je suis là, c'est que je le veux ce bébé. Ouais. Parce que si je le voulais pas, je resterais dans mon coin en attendant qu'il disparaisse. Donc c'est quand même que je m'en inquiète, quoi. Et voilà, je me suis sentie quand même pas mal jugée par le personnel soignant, pour qui j'étais vraiment très angoissée. J'ai eu la personne qui était ma meilleure amie à l'époque. Elle avait beaucoup de mal à comprendre en fait que j'aille mal enceinte, et c'était hyper compliqué à expliquer. Il n'y a pas de je lui en veux pas, mais c'est vrai que c'était très compliqué pour elle à comprendre, et c'était très dur pour moi de pas être comprise. Ouais. Parce que moi j'aurais aimé qu'on me dise que t'as le droit de pas aimer la grossesse, parce que moi mon corps il a pris cher. T'as le droit d'avoir peur, et on m'a pas dit tout ça. Mais j'étais convaincue jusqu'au bout que si j'allais à l'accouchement, tout irait bien. Si j'allais à l'accouchement avec un bébé qui était vivant dans mon ventre, ça irait. Vient le moment de l'accouchement, dépassement du terme, je souffrais atrocement parce que psychologiquement, ça n'allait pas, mais surtout j'avais une pression de la famille qui m'envoyait des messages tous les jours. Alors c'est bon, t'as accouché, mais non en fait si je t'ai pas dit, c'est que j'ai pas accouché. Le samedi, on passe notre journée à l'hôpital, crise d'asthme, ils ont eu peur que je fasse une embolie pulmonaire, ça redescend pas avec les aérosols. D'accord. On me balance, une sage-femme en passant qui me balance, bon de toute façon ça passe pas, on vous déclenche, et qui se barre. Donc c'était un peu violent. Finalement, il me renvoie chez moi. Et puis le lendemain, je me réveille et puis je suis trempée. Donc en fait, j'avais fissuré la poche des os. J'ai des contractions. Je me dis, allez, c'est bon. En plus, elles étaient régulières, elles étaient douloureuses. J'étais clairement... pour moi, c'était parti. On va à la maternité. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé à la maternité. Ils enregistrent ces contractions très régulières, très fortes. Et à partir du moment où ils ont dit qu'ils allaient me garder, en fait, psychologiquement, moi, j'ai tout bloqué. Je pense que... Je sais pas si vraiment...
Je me suis jamais renseignée, mais il y a un truc qui s'est fait à ce moment-là, psychologiquement. Ok. Et en fait, je me sentais pas en sécurité dans cette maternité. C'est-à-dire que tu dis que tu as tout bloqué. C'est que les contractions se sont ralenties, il y en a eu moins. Ah, physiquement, carrément. Oui, oui. Ouais, c'est ouf. Et c'était incompréhensible pour l'équipe médicale parce qu'au monito, les contractions elles étaient très rapprochées et elles étaient fortes en intensité. Pour elle, c'était du travail, j'étais ouverte à 2, voilà, ça devait... Et au final, je sais pas, tout s'est arrêté, quoi. Ils me gardent, parce que de toute façon, j'ai fissuré la poche des os, donc on commence les antibiotiques, on m'explique qu'on va me déclencher si j'ai pas accouché le lendemain. Passe la soirée, on est en chambre, dans cet hôpital, quand tu es en chambre de pré-travail, tu as 2 lits. Ok. Donc, il y a quelqu'un dans la chambre qui, elle, est bien avancée et moi, je sens que les contractions s'espacent. 2 lits avec quelqu'un d'autre qui est en train de presque accoucher, quoi. Oui, qui est en pré-travail Pas avant pour qu'elle aille ton en salle mari, d'accouchement. Voilà. ok. Non, il y a 2 lits. Non. T'es avec une autre personne. Je suis avec une autre ok. personne qui a des douleurs d'enfantement. Pour elle, ça s'accentue. Pour moi, ça ralentit. Donc déjà, t'es pas très bien. T'es fatiguée. La soirée passe. Ils regardent un film parce qu'ils ont la télé en face d'eux. Tu te sens pas à l'aise. Tu la vois se lever aux toilettes. Le mari qui fait... Tu vois, c'est... Ouais. C'est pas propice, je trouve. Non, c'est vrai que c'est pas Parce très que t'as propice. quand même besoin d'intimité. Puis elle part en salle de travail. Mais moi, je pars toujours pas en salle de travail. Ils me mettent le tampon, hein, le propès, je crois le propès. Et il y a une autre femme qui arrive, qui prend la relève. Alors, elle hurle, elle part au bout de 2 c'est hyper heures. anxiogène en Ah plus. oui, elle parle au bout de 2 heures. Elle part au bout de 2 heures. Oh là là. Et puis il y a une 3e femme. En fait, on n'a pas dormi de la nuit parce que on a eu 3 femmes en fait en 24 heures qui se sont relayées dans le lit d'à côté. La journée passe, mais en fait, il n'y a rien qui se relance. Ok. C'est incompréhensible. Ça arrive en soirée, tout doucement, ça arrive. Et là, elles me disent, c'est bon, on est presque à 3, on va en salle d'accouchement. Sauf que je perds le tampon. Donc, c'était le tampon qu'elle m'avait mis. Je vais aux toilettes et je perds le tampon. Ok. Plus de contraction, de nouveau. Donc, moi, je suis en salle de travail, mais j'ai plus aucune contraction de nouveau, comme 48 heures avant, 24-48 heures avant. Et puis, on m'oublie. Donc 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h, le temps passe et là elles reviennent et elles me disent ça va, je dis j'ai plus de contraction, mais je n'ai plus du tout de contraction. Elles disent tant pis, non mais maintenant qu'on y est, on y va. C'est rassurant quand même. Maintenant qu'on y est, on y va. Donc on me pose là la perf d'ocytocine, on me pose rapidement la péridurale, mais pas vraiment en me le demandant, c'était un peu bizarre. Ah oui, ok, t'as pas vraiment manifesté le fait que tu voulais une péridurale et tu J'étais pas convaincue, parce que moi à la base je m'étais préparé un accouchement sans péridurale, D'accord. Voilà, le bel accouchement que t'imagines, physio, tout ça, et c'est vrai que déjà qu'à partir du moment où tu déclenches, il n'y a plus de physio, on peut plus vraiment parler de physio, mais j'étais pas encore convaincue. Ça me soulage, mon mari va manger, ils ont la gentillesse de faire rentrer mes parents pour pas me laisser toute seule, c'est quand même plutôt rare. Un acte de bienveillance dans tous les actes qu'il y a eu. Petit à petit, en fait, la péridurale ne fait plus du tout effet. Moi, je le manifeste, je le dis, et puis on me met sur le côté, on met de l'autre côté, tu sais, pour ouvrir le bassin. On manipule un peu comme une poupée, j'ai pas le droit de me lever, puisque je suis monitorée, alors qu'en fait, je sens que mon corps, il a besoin de bouger. Bah, je sens que le corps, il essaye de reprendre le dessus, quoi, et de me dire ce que je dois faire. Sauf que moi, j'ai des gros soucis de genoux, donc à un moment, quand on me met sur le côté, le pied dans l'étrier, le genou, il l'apprécie pas. Tout s'enchaîne en fait, la péridurale ne fait plus du tout effet, je hurle, mais je hurle comme dans les films, ce n'est plus fort. Oh là là. En fait, la douleur elle était atroce et j'avais super mal au genou, tout était mélangé et en fait il était encore très haut et donc les contractions avec lui très haut. Ouais, donc c'était loin d'être fini. C'était en plus, horrible, quoi. C'était horrible. Et on ne voulait pas entendre que la péridurale ne fonctionnait pas. En fait, le problème c'était moi. Ouais, voilà. c'est ce qu'on entend régulièrement dans les témoignages de ce qu'on appelle des violences obstétricales. Oui, moi j'ai vécu des violences obstétricales. C'est très anxiogène ce que tu racontes. Enfin, j'imagine pour les femmes qui ont vécu des choses comme ça, à quel point ça peut être traumatisant. Oui. Tu n'as pas été crue dans ta douleur. J'ai pas été crue dans ma douleur. C'est horrible. Oui. Et puis à un moment, je me rappelle, j'enlève la blouse parce que de toute façon, on était trop petite. Je me mets à poil, quoi. C'est sauvage. En fait, j'avais plus de péridurale. De toute façon, t'es en souffrance totale. Je pense que le reste. T'as plus de pudeur. Et puis surtout, elle m'entravait dans mes mouvements. Et parce que tu te mets. Apparemment, je me mettais à 4 pattes, j'en avais rien. Donc elle partait devant parce que c'était pas attaché totalement derrière. Elle était attachée, donc elle partait devant et à un moment je l'enlève et franchement c'était animal et c'est là que je me rends compte que la péridurale ne fonctionnait pas puisque j'étais dans un état animal. Donc je me mets à 4 pattes, moi je me sentais super bien comme ça, mais on voulait absolument que je sois sur le dos. Donc quand elle revenait, elle me mettait sur le dos. L'accouchement passe, puis toutes les heures elle venait me voir, elle me disait dans 1 heure c'est bon.
Et vers 9h du matin, elle vient me voir, elle me dit dans 1 heure, c'est bon. Et là, je leur ai dit, non, mais vous foutez de ma gueule. Enfin, je suis désolée, je suis vulgaire, mais je leur dis, vous foutez de ma gueule. Quoi. On est là depuis 20h. Ça fait 10 heures que vous me dites que c'est dans. Je dis, arrêtez de me dire ça parce que c'est pas dans 1 heure. Ouais, ça rend fou. Surtout quand tu souffres comme ça. Quoi. C'est ça. Juste arrête de me dire dans 1 heure, c'est bon, parce que ça fait 10 heures que tu me dis que dans 1 heure, c'est bon. Ouais. Elle part, et puis là, je sens la tête. Ah, ok. Je sens la tête, je suis à 4 pattes. Mon mari bip, elle revient, elle sent la tête, et elle me remet sur le dos. Ah, alors que toi, tu avais trouvé une position dans laquelle tu te sentais mieux. Si elle m'avait laissé comme ça, je pense que tout aurait été différent. D'accord. Elle me remet sur le dos, et je sais pas si on peut dire qu'il remonte, mais en tout cas, il descend plus, quoi. Ok. Il descend plus. Donc, je crois que j'ai poussé bien 40 minutes, ça a été très très long. Et ça vient pas. Ça vient pas. On me dit qu'en gros, va falloir que j'y mette du mien. Genre, j'y mets pas du mien, tu vois. Mais c'est, enfin, vraiment, ce que tu racontes, c'est tellement, enfin, je sais pas, t'es pas écouté, t'es pas entendu dans ta douleur, t'es pas cru quand tu dis que tu souffres ou que tu hurles. Oui, c'est ça. Mais enfin, c'est de la torture, quoi. Enfin, moi, vu d'extérieur, c'est ça qui me vient en tête. Puis on t'écoute pas, parce que moi je disais je vais me mettre à 4 pattes, mais non, c'est pas possible. Ouais. Mais si, en fait, laisse-moi me mettre à 4 pattes. Et d'autant que le bébé, il redescendait à ces moments-là, justement, où le corps était, ton corps était il était plus... prêt à descendre quand j'étais à 4 pattes. Ouais. En fait, quand j'étais à 4 pattes, j'étais bien. Ouais. Et à un moment, t'as la l'aide-soignante, je sais plus, c'est puéricultrice, qui me monte sur le ventre. Donc il me fait une... voilà, j'ai plus le mot. C'est pression abdominale. Expression abdominale. Ok. Donc on t'a fait une expression abdominale. Donc le but, c'est on appuie hyper fort sur le ventre pour aider le bébé à sortir, voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est interdit. Et donc en 2019, c'était déjà interdit. Moi, je ne le savais pas. Mais ça n'a pas fonctionné. Et moi, je demande une épisio. Parce qu'en fait, je sens que le corps, il se détend pas et qu'il manque un petit truc. Sachant que j'étais partie, encore une fois, sur un accouchement physio. Donc, je ne voulais pas d'épisio. Ouais, mais là, je sens que je suis à bout. Ouais. En même temps, on est mardi matin. Je n'ai pas dormi depuis dimanche matin. Et je dis, faites-moi une épisio. Mais faites-moi une épisio. Et elle me dit, non, mais quand même, vous n'allez pas être ma première épisio de l'année. Et je lui ai répondu, non, mais en octobre, ça va. Oui. En octobre, ça va. Et elle veut pas, donc elle me oblige à pousser. Elle me dit, non, mais là, madame, il va falloir y aller parce que sinon, on va avoir des séquelles neurologiques. Hein. Et donc, je hurle. C'est pas possible de dire des trucs comme ça. Je hurle le nom de mon fils. Je le hurle, sachant que je l'avais très peu dit jusque-là. Donc, je hurle son prénom. Et elle décide, bon, bah, peut-être que je vais faire une épisio, en fait. Elle fait l'épisio, il sort. Ah ouais, mais donc, comme... En fait, c'est que on a appris après coup qu'il avait le cordon autour du cou, donc il n'arrivait pas à descendre pour appuyer suffisamment sur l'ouverture. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'il manquait qu'un petit coup de ciseau. Alors, on ne demande pas à être mutilé pour le plaisir, en fait. Hein. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, dans ton parcours de grossesse et accouchement, vraiment, ce qui ressort, c'est à quel point tu n'as pas été écoutée. Oui, mais à vraiment. Quel point on t'a pas fait confiance quand tu disais là je vais pas bien. Et moi, sur le moment, j'ai pas mis les mots dessus. Aujourd'hui, je dirais que j'ai quand même été infantilisée. Oui, je suis quelqu'un de nature anxieuse, c'est une vérité. Mais il y avait quand même des causes physiologiques, physiques à chaque fois que j'avais des angoisses, des pertes de sang pendant 6 mois, des contractions, des crises d'asthme qu'on me soignait pas. Voilà, il y avait quand même eu des choses et je me suis sentie infantilisée. Et j'ai vu la différence d'ailleurs. Pour mon deuxième, j'ai changé de maternité et ça a été un bonheur. J'ai pas été écoutée, innée, et puis là, bah, c'est le début d'autre chose. On me le met sur le sein, mais je ressens pas grand-chose, je suis très anesthésiée. Mon mari a pris une photo de ce jour-là, et clairement, on voit que je suis pas là, en fait. On voit que je suis pas là, moi je demande à le mettre au sein. T'as le regard dans le vide. Oui, et puis je suis t'as pas l'air épuisée. Épuisée, okay. On sent que... Voilà, c'est pas une mère qui vient d'avoir son bébé dans les bras, quoi. Et enfin, donc... si, c'est une mère qui a eu son bébé dans les bras, mais qui ne nage pas dans le bonheur qu'on nous présente beaucoup, mais qui n'est pas forcément vrai, en fait, dans beaucoup aussi de Oui, c'est quelqu'un qui est choqué, en fait, je suis en état de choc, ça se voit sur la photo. C'est complètement traumatisant, en même temps, ce que tu racontes. Oui. Et puis, moi, elles m'ont enlevé cette sécurité qui était que j'étais persuadée que si j'allais à l'accouchement, tout finirait bien. Ouais. Donc, on me l'a enlevé, ce truc-là. En te disant qu'il aurait des séquelles neurologiques à ce moment-là. Oui. Ouais. Bah, les gestes aussi avant, mais les séquelles neurologiques, en fait, ça a été... Tout à l'heure, je te parlais du fait que j'avais très peur de ce qu'on mangeait. Voilà, moi, ma grosse peur de la grossesse, c'était les séquelles neurologiques. Je suis enseignante. Je vois bien qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier. Qu'on a beaucoup d'enfants avec des troubles, des neuroatypies. On a aussi des enfants en situation de handicap. Et moi, c'était ma hantise, qui est quelque chose au niveau du cerveau. Elle a mis en avant, elle a mis le doigt sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Et moi, voilà, elle me le met dans les bras, je demande à faire la tétée.
Et elle me dit non. Mais on m'explique pas pourquoi. Voilà, pas de tétée. Donc lui, il est là, il est en train de grimper sur mon ventre pour aller vers le sein. C'est absolument magique. C'est un premier réflexe c'était beau, d'humain. Ouais, c'était beau. Ouais. C'est le seul truc que j'ai trouvé beau ce jour-là. Mais on me laisse pas, en fait. On me laisse pas lui donner. Donc on a appris après coup qu'il avait de la fièvre, en fait. Ok. Mais tous les réflexes étaient bons. Enfin, il allait très bien. Et elle me recoue, mais avec le bébé dans les bras. Ok. Et moi, je lui dis, mais je sens tout, là. Oh. Et elle me dit, non, mais bon, tenez-le bien fort, ça va aller. C'est dans votre tête. Mhm. Je dis, bah, non, vous m'avez anesthésié, c'est pas dans ma tête. Elle me dit, oui, bah, j'ai mis le produit, mais après, il faut que vous y croyez dans votre tête pour que ça fonctionne. Ah bon, d'accord, les anesthésies, en fait, il faut y croire pour que ça marche. Donc, elle m'a hypnotisée, j'en sais rien. Et voilà, donc ça a été le dernier geste d'une cascade de gestes et de mots qui n'avaient pas lieu d'être le jour d'un accouchement. On remonte en chambre. Moi, je suis toujours un peu sous le choc, mais ça va. Ma mère est dans la chambre. Je vais prendre une douche. Elle surveille le petit pour que mon mari aille dormir et pour que moi, je dorme. Et le lendemain matin, toc toc, qui est là ? Oh, bonjour, je suis la psychologue de l'hôpital. Je viens vous voir parce que tous les matins, donc c'est un grand hôpital, je viens voir toutes les accouchées le matin pour savoir comment elles vont. Parce qu'on m'a dit votre accouchement a été un peu compliqué, mais il faut pas porter plainte. Je me dis, pardon. Ah là là, ouais, c'est dingue. Il faut pas porter plainte. Elle te dit ça d'entrée de jeu, quoi. Voilà, Wow. pardon. À ce moment-là, j'ai un peu mis de côté l'accouchement. Je suis plus trop dans ce Faut que truc-là. t'avances là, à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Faut que j'avance. J'ai un enfant à nourrir. J'ai un allaitement à mettre en marche. L'allaitement se met difficilement en place à la maternité. Et de nouveau, on me remet devant ce truc de t'es pas capable d'accoucher correctement, t'es pas capable d'aimer la grossesse et t'es pas capable de mettre en route ton allaitement correctement. Ouais. Pourtant, moi, je savais très bien qu'un allaitement, c'était pas inné, quoi qu'on en dise. Je m'étais renseignée et tout ça. Un soir, la fameuse nuit de la Java où les bébés, la montée de lait se fait, les bébés hurlent toute la nuit. On m'avait pas prévenu que ça existait, sauf que moi, ils hurlent toute la nuit, je comprends pas ce qui se passe. C'est quoi cette nuit de la Java pour on en parle les pas, non-initiés? Ouais, moi je connais pas. La nuit de la Java, en fait, c'est la montée de lait. Ok. C'est la nuit où se fait la montée de lait parce qu'elle se fait pas le jour même de l'accouchement, elle se fait D'accord. 24 à 48 heures après de mémoire. Et donc souvent, on appelle ça la nuit de la Java parce que c'est la nuit où tous les bébés qui ont accouché hurlent dans la maternité. Ah ok. Parce qu'ils sentent le lait, mais que le lait vient doucement, quoi. Ok. Et sauf que personne me l'a dit, on m'a donné un biberon. Ah ouais. Voilà. Donc j'ai donné un biberon à 5h du matin parce qu'on dormait pas, parce qu'on était épuisés, en pleurant, qui ne l'a quasiment pas bu. Et après, il s'est endormi, mais complètement amorphe, quoi. Mhm. Donc j'ai pleuré parce qu'en fait, moi, c'était pas ce que je voulais. En gros, elle m'avait fait comprendre qu'elle croyait pas trop à mon allaitement. Donc ça m'a vraiment renvoyée vers... Mais c'est tellement gratuit, quoi. Ah oui, non, mais Gratos, c'était... quoi. Avec mon mari, quand on en a reparlé après coup, c'est vrai que c'était... Voilà, quand le lendemain, on va pour sortir, elle me dit, oui, mais il faut que l'allaitement, ça continue comme ça, vous arrêtez, hein. Et elle lui met une tétine dans la bouche. Je dis, mais moi, je veux pas de tétine, en fait. On rentre à la maison. Je mets pas de mots sur ce que j'ai vécu, mais tout va mieux. C'est un bébé qui est très demandeur. Parce que je pense qu'il sent que maman elle va pas bien, mais franchement l'allaitement roule et donc ça je suis super contente, j'ai plus besoin d'aide. Et 15 jours après, donc le 15 octobre 2019, mon fils a 15 jours, j'ai 29 ans. Il s'appelle comment, du coup? Arthur. Arthur. Donc Arthur a 15 jours, Ouais. moi j'ai 29 ans, c'est mon anniversaire, et avec mon mari on s'offre une séance de portage. Donc portage, pour préciser, Oui, pour c'est porter bébé en écharpe. la technique pour Oui, porter, pour faire les ok, nœuds, etc. près de soi. Parce que moi, j'arrivais pas à le faire. Pourtant, on avait demandé à la sage-femme tout ça. Mais bon, du coup, je demande une séance à la maison. Mhm. Elle arrive, Arthur est dans son baby move, là, machin, bref. Et elle me dit tout de suite, oui, non, mais il y a un réflexe qu'il n'a pas. Il ne fait pas le réflexe de l'escrimeur. Donc, il doit regarder dans un sens, avoir le bras dans l'autre sens. Enfin, je sais plus exactement. Et elle me dit, ça, c'est signe de problème neurologique. Oh, mais c'est pas possible. Et là, tout s'arrête. Tu Mais m'étonnes. tout s'arrête. Ouais. Mm. C'était fini parce que c'était... ça me renvoyait à ma grossesse, Ouais. ça me renvoyait à l'accouchement, ça me renvoyait à mes angoisses. Et donc, mon fils avait des séquelles neurologiques, puisque elle disait, soi-disant, c'est pas pour ça qu'on l'avait fait venir, mais soi-disant, elle se présentait ce jour-là, elle s'est présentée comme pro des réflexes archaïques. En gros, je te fais la traduction, un charlatan. Oui, parce qu'elle n'était pas médecin. Non, elle à la base, pas- c'était, on a fait venir une monitrice de portage, hein, pas une... Ouais, c'est ça. On savait même pas qu'elle s'occupait, enfin, qu'elle connaissait ça. Pour moi, c'est un charlatan. Ça Mais sent cette femme, tu l'as vu à ce moment-là quand même comme quelqu'un d'assez expert en la c'est matière. sur le moment, c'est que j'avais pas la force de Ouais. réfléchir autrement. C'est que moi, j'avais peur pour mon fils, j'avais très peur pour mon fils, et que je me disais, bah tu vois, en fait, toute ta grossesse, t'as eu peur, bah t'as bien réussi ton boulot, meuf. À partir de là, j'ai commencé
à prendre de la distance avec Arthur. Je m'en occupais très bien. C'était pas ça la question. L'allaitement se passait très bien. C'était la chose qui me rattachait à lui. Mais je m'en occupais de manière très robotisée. D'accord. C'est vraiment un visage de la dépression de postpartum. Ça, hein, c'est que je le prenais, je l'habillais, puis je parlais très peu avec lui. Et d'autres moments, j'avais des pics où là, il fallait que je m'occupe de lui, il fallait que je lui parle. Parce que je lui disais, mais parle-lui. C'était très ambivalent en fait. De toute façon, la dépression postpartum, c'est très ambivalent. Ça a plein de visages, on dit qu'elle est polymorphe. Et c'est pour ça qu'elle est d'autant plus dure à diagnostiquer. C'est parce qu'il y a des mamans, elles ne montrent rien. Hein. Moi, j'ai des personnes autour de moi qui ont mis plus de 2 ans à être diagnostiquées. J'y arrivais pas, quoi. J'y arrivais pas. Mon mari est coach sportif. À l'époque, il travaillait beaucoup parce qu'il commençait. Donc, il travaillait du lundi au dimanche dans une salle. Voilà, c'était très compliqué. Donc, j'étais beaucoup toute seule. Mes parents travaillaient. Avec ma meilleure amie, c'était compliqué parce que je pense qu'elle était désemparée. Hein. Elle était vraiment désemparée. Elle n'avait pas traversé ces choses. Elle n'avait pas traversé. Et puis, c'est quelqu'un qui était faite pour être maman, qui attendait que ça. Et je pense que voilà, c'était dur pour elle de voir quelqu'un devenir maman et pas aller bien. Et puis, elle ne me reconnaissait pas. Et voilà, donc je me suis sentie très, très, très seule, en fait. Je me suis sentie très, très, très seule. Et je n'arrivais pas à verbaliser, parce que même avec elle, je ne verbalisais pas, parce que je sentais qu'en face, j'avais un mur. Tu te sentais jugée à ce moment-là ou... Oui, je me sentais jugée. Et incomprise, du coup. Et incomprise. Okay. Mais encore une fois, en tout cas, concernant cette personne, je pense qu'elle était surtout désemparée. Et puis moi, je n'étais pas une amie non plus au top du top à l'époque. Hein. C'est pas pour la blâmer, loin de là. J'étais dans ce qu'on appelle l'hypervigilance. Moi, je croyais que c'était normal de s'inquiéter que son bébé arrête de respirer la nuit. Oui, c'est normal. Mais moi, en fait, je dormais collée à lui, la main sur son ventre, et je me réveillais toutes les 5 minutes, sans exagérer. Hein. Ouais. Enfin, j'avais très peur. Et puis, je guettais chaque signe d'un développement anormal. Enfin, la pédette qu'on avait, elle nous plaisait pas trop. Elle n'a pas su me rassurer, mais elle m'a pas non plus inquiétée. C'est juste que moi, j'avais besoin qu'on me dise oui, tout va bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et elle me dit, c'est trop tôt, il est petit, cet âge-là. Oui, là, il va bien pour un enfant de son âge. Bon, c'est pas. Mais en fait, c'est pas les mots qu'elle aurait dû dire à une personne qui allait pas bien. Et je guettais vraiment tout signe de développement. Hein. Est-ce qu'il souriait ? Je regardais sur le site La Net Grandir, c'est un site canadien. Et je regardais s'il faisait bien les bonnes étapes au bon âge. C'était un engrenage psychologique très, très, très violent. Et j'étais rassurée parce que je voyais qu'il faisait certaines choses qui étaient dans des catégories de bébés plus âgés. Donc voilà, je me raccrochais à ça. L'engrenage vraiment s'est lancé. J'ai commencé à avoir des envies, des idées noires, où je me disais que ce serait quand même plus facile si je n'étais plus là. Et ça, c'est aussi caractéristique. D'idées suicidaires. Suicidaires, oui. Parce que moi, des femmes, elles vont manifester une envie de partir, hein, de prendre leurs affaires et partir. Moi, c'était carrément d'en finir. Okay. Mais j'arrivais pas à le faire parce qu'en fait, je me disais que après, il aurait plus de mère, donc c'était peut-être pas mieux. Ouais. Mais voilà, je me voyais ouvrir la fenêtre et sauter par la fenêtre. Je me voyais me noyer dans le bain. Alors, on sait que c'est pas possible, sauf si on tient la tête dedans. Mais bon, tu vois l'idée, quoi. Mais tu commençais à avoir des images intrusives. Oui, exactement. Okay. Et aussi à l'encontre de mon fils. On m'a appris plus tard qu'en fait, ça s'appelle les phobies d'impulsion. C'est un mécanisme de protection du cerveau. Mais par exemple, je descendais les escaliers, je me voyais tomber dans les escaliers avec lui dans les bras, lui fracasser le crâne. J'ouvrais un placard, je me voyais lui fracasser le crâne en ouvrant le placard, alors que c'était pas possible parce que le placard, il était trop haut. Mais voilà, et donc j'en venais en fait à trouver des parades pour plus m'en occuper dans ces moments-là. Donc les escaliers, c'était l'autre adulte qui était avec moi, donc mon mari, mes parents. Quand je cuisinais... Tu voulais plus descendre les escaliers avec lui dans les bras, je descendais plus les escaliers avec lui. Puis comme j'avais des soucis de genoux, je disais que c'était à cause des soucis de genoux, mais pas parce que j'avais peur de le faire tomber. Et tu avais conscience à ce moment-là que, par exemple, le genou, c'était une fausse excuse ou tu étais dans une forme aussi un peu de déni de tout ça ? Ah non, moi je savais très bien que je savais très bien pourquoi je faisais ça, mais je le disais pas. Je le disais pas. Et je donnais, je pense, pas mal le change. Je donnais pas mal le change avec des sourires. Et on parle de dépression souriante aussi, pour la dépression postpartum. Et moi, je pense que j'étais un mélange de tout ce que peut représenter la dépression postpartum. Vient le moment de reprendre le boulot, et là, je réalise que je suis pas en état de reprendre le boulot. Parce que je me suis dit que si je reprenais le boulot, autant me tuer. Parce que j'allais rompre le seul lien que j'avais avec mon fils, qui était l'allaitement. Que moi, j'avais besoin de ce contact avec lui pour me sentir vivante. Et pour lui montrer à quel point je l'aime. Ouais.
Donc je vais voir ma généraliste qui me dit oui, bon, je pense que vous êtes en petite dépression postpartum, mais bon, je vous arrête 15 jours, après il va falloir retourner travailler. Je dis ouais, mais moi je peux pas reprendre. Donc avec mon mari, on commence, parce que là il a compris que ça allait vraiment pas bien, et on commence à chercher une psychiatre. Ok. Parce que c'est la première psychiatre qui me dit ah oui, mais moi je fais pas d'arrêt, madame. Ok, d'accord. La deuxième qui me dit oui, bah vous êtes en dépression postpartum, mais votre enfant va bien, donc arrêtez de vous plaindre. Ok. Donc ça a été très 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 violent. J'arrive à me faire arrêter, je crois, par care. Je grappille 15 jours. Je vais voir la psychologue de la PMI, parce qu'en fait, à la PMI, on y allait, ils ont senti que ça n'allait pas bien, donc ils m'ont proposé de voir La PMI, c'est... protection maternelle infantile. Oui, et c'est des lieux, en fait, qu'il y a à peu près dans toutes les grandes villes, etc. Oui, c'est non, ça. on peut prendre On des peut voir un rendez-vous. pédiatre, on peut voir quand il y en a un, on peut voir auxiliaire de puère. Et donc là, les auxiliaires qui faisaient la pesée du bébé, en fait, toutes les semaines, puis toutes les 2 semaines, je sais plus, m'ont dit, bon, si vous voulez, on a une psychologue. Donc je vais la voir. Elle, tout de suite, elle met en place des choses parce qu'elle voit que ça va pas bien et elle me donne des coordonnées d'un psychiatre. Ok. Et donc je vais voir une psychiatre qui m'a entendue. Tu lui as dit quoi au psychiatre ? Que je voulais. Moi, le premier truc que je lui dis, c'est je veux pas reprendre le travail. Ok. Et elle m'a dit pourquoi. Et après là, je lui ai dit parce que si je reprends le travail, je pense que je me tue quoi. Et on a creusé, je lui ai expliqué que pour moi, être avec mon bébé, c'est la seule chose qui faisait que j'avais du lien avec mon bébé. Que l'allaiter, c'était la seule chose qui faisait que j'avais du lien avec mon bébé. Et que si on m'a enlevé ça, clairement... ça avait plus de sens. Ça avait plus de sens. Et elle m'a dit, d'accord, je vous arrête 1 mois. Et puis, je vous arrêterai jusqu'à la fin de l'année scolaire. Sauf s'il y a un mieux. Mais bon, après, elle me voit en janvier, au bord du suicide. Donc, clairement, elle se doute bien que c'est pas dans 3 semaines que je vais aller mieux. Okay. Donc, en fait, elle me rassure sur le fait que tant que je suis comme ça, il n'y aura pas de reprise du travail. Et moi, en fait, j'avais besoin d'entendre qu'il n'y avait pas d'échéance. Oui, de prendre ton temps pour aller mieux. Oui, quoi. voilà. Vient le Covid, puisque 2019 naissance, 2020 Covid. Okay. Moi, je vois le truc venir. Donc là, tu étais toujours à la maison avec J'étais toujours Arthur. à la maison. Et puis moi, je fais partie de ces gens très angoissés de la vie et qui ont vu venir le truc. Moi, j'étais pas dans le déni. Une maladie qui commence à se répandre dans un pays avec des gens qui voyagent. Voilà, je voyais venir gros comme une maison. Donc ça devenait très anxiogène pour moi de sortir. Très, très anxiogène pour moi de sortir. Parce que, moi, je fais de l'asthme, je suis pas toute fine, donc personne à risque. Mon père a des antécédents cardiaques, personne à risque. Mon frère est asthmatique, personne à risque. Ouais. Donc, il y a une angoisse en plus qui s'est rajoutée, en fait, à toute cette dépression postpartum. Et vient le confinement. Je plonge encore plus. Et donc là, pour moi, c'est l'horreur. Parce donc, tu t'es retrouvée toute seule. Enfin, il y avait ton mari. Oui. Vous êtes retrouvée tout seul avec le bébé. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais, du coup, mon mari ne faisant pas un travail essentiel, les salles de sport ont été fermées. D'accord. Et on est passé d'un chéri qui n'était pas très souvent là, pas parce qu'il le voulait, mais parce que le travail faisait que, à quelqu'un qui était là tout le temps. Et du coup, il m'a forcé à me reposer. Il m'a forcé à le laisser s'en occuper comme il voulait. À accepter qu'il y a un relais. Voilà. Donc, le matin, il le prenait. Parce que moi, la nuit, il t'était, donc je dormais peu. Il le prenait et puis il allait jouer avec lui. La psychologue ne m'a pas lâchée. Elle m'a appelée toutes les semaines. Et moi, j'avais son numéro de téléphone, si besoin. D'accord. Donc, tu as eu du soutien de ton mari et de la psychologue pendant cette période. Okay. Le confinement a fait beaucoup de bien. Les angoisses se sont calmées. Moi, j'ai repris le boulot en septembre, donc pour la rentrée, tu vois, nouvelle année scolaire, nouvelle vie. Ouais. La lumière au bout du tunnel, finalement. Suite au confinement. Oui. Et en fait, ça se passe pas bien, la reprise du boulot. Arthur a une nourrice. Et cette nourrice... ça matche pas trop en fait avec elle. Nous, on se questionne sur la manière dont elle s'occupe des enfants. C'est-à-dire que tu pouvais arriver à n'importe quelle heure de la journée, ils avaient la télé qui était allumée, avec des dessins animés, les jouets qui étaient partout par terre, donc tu disais qu'elle faisait pas d'activité. Des choses, moi, qui allaient pas. Et puis un enfant qui, petit à petit, en fait... il était plus triste, donc on a mis un peu ça sur le compte du fait que il était collé à moi tout le temps parce qu'il dormait avec moi, il était allaité, tout ça. Et au final, la mère en fait qui avait bon dos, c'est la faute de la mère. Il se détache pas parce que c'est la faute de la mère. Ouais, toujours de toute façon. Ça c'est un peu le laïus. C'est ça. Ouais. Et il s'avère qu'elle le faisait dormir dans un lit à barreaux.
Et il s'endormait pas. Donc il hurlait, elle le laissait hurler. Et puis elle m'envoyait des messages dans la journée qui me montaient en stress, en fait. Ça fait 1 heure qu'il hurle, c'est plus possible. Oh là là. Mais là, je suis obligée de le coucher 1 heure avant les autres pour qu'il hurle pendant 1 heure. Enfin, c'était horrible, en fait, elle le maltraitait. Hein. Et donc, au bout d'1 mois et demi, à force de le récupérer dans des états, mais lamentables. Tu sentais qu'il allait pas bien, en fait, je le récupérais, il faisait... Quand tu vois un bébé d'1 an qui est... Vraiment, tu dis, il y a un problème. Ouais. Et un jour où elle se plaint particulièrement de lui, j'appelle mon frère, je dis, écoute, tu veux pas me garder Arthur et me dire comment ça se passe. Alors, ça aurait pu être biaisé parce que c'est mon frère et qu'il le connaît, mais il le voit pas tant que ça. Mon frère, il habite pas à côté. Okay. Il travaille énormément, donc en 1 an, en plus avec le Covid et tout, il a dû voir genre 6, 8, 7 fois, quoi. Ouais. Ça n'empêche que c'est un super tonton. Mais du coup, il n'y a pas ce biais qu'il y aurait eu avec mes parents, par exemple. Et la journée se passe super bien. Okay. Il me dit oui, effectivement, il n'a pas voulu dormir tout seul, mais donc sa copine de l'époque l'a gardé dans les bras et il s'est endormi dans ses bras. Okay. Voilà. Mais que ça s'est super, super bien passé. Et là, on se dit, bon, bah, il y a un problème, quoi. On le remet plus chez la nounou. Enfin, on l'a remis le lendemain, on l'a récupéré dans un état lamentable et on l'a enlevé, on l'a plus jamais remis. Et moi, en fait, il y a une sorte de culpabilité qui m'est tombée dessus. Parce qu'en fait, je voyais que mon bébé, il allait pas bien. Ouais. Et que c'est moi qui avais choisi la nounou. Parce que c'est surtout le choix de la maman, on va pas se mentir. Tu pouvais pas deviner. Oui, mais bon, tu vois, tu peux pas deviner. Tu peux pas deviner, mais c'est ton fils. En fait, tu devrais savoir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça c'est que tu ce dis. truc-là que tu dis. Tu vois? Et moi, j'avais essayé d'en parler à mes collègues. Et j'ai une collègue qui m'avait dit non, mais c'est bon, faut avancer. En fait, elle avait eu des mots qui étaient très forts, quoi. Faut avancer. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Nous, on avait quand même doute qu'il ait pris des coups. Enfin, on savait plus quoi s'imaginer. Tu vois, parce qu'il y avait des fait peur, voilà, on savait plus quoi s'imaginer. Donc, on l'a enlevé et puis voilà, on s'est arrêté là. Et je vais voir ma généraliste et pour un, je sais plus quoi. Et puis là, je m'effondre dans son bureau. Et elle me dit, bah ça va pas, ça va pas. Le travail, j'y arrive pas, j'ai peur d'attraper le Covid, parce que j'étais très angoissée. Il y en a peut-être qui m'écouteront en disant que je suis un mouton, mais bon, ça c'est la vie de chacun. Mais moi, en tout cas, ça m'angoissait. Ça m'a fait replonger concrètement ce qui s'est passé, la reprise du boulot dans un contexte anxiogène, où en plus c'était l'époque où on fermait les classes à tout va. Donc en fait, tu passais ta vie à fermer ta classe parce que dès que tu avais 2 cas ou 3 cas, tu fermais la classe. Oui, c'est vrai. Oui, donc c'était hyper anxiogène pour moi. Arthur qui subissait des choses chez la nounou, j'ai replongé. Et donc je me suis effondrée dans le bureau de la généraliste. Elle m'a dit écoutez. De toute façon, moi, je vous arrête parce que vous êtes à risque et aujourd'hui, le Covid court encore. Donc, vous rentrez dans les fameuses catégories de personnes à risque. Donc, moi, je vous arrête. Et si vous voulez pas que je vous arrête à cause de ça, parce que vous assumez pas auprès de vos collègues, je vous arrête parce que vous allez pas bien. Dans tous les cas, je ne veux pas que vous retourniez au boulot parce que là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et elle, c'était vraiment plus ma santé physique qui l'inquiétait. Donc, elle m'a mise en autorisation, la ASA, autorisation spéciale Covid. Donc, j'ai de nouveau été arrêtée. Enfin, j'ai pu souffler, vraiment souffler. J'ai pris le temps de trouver quelqu'un pour garder mon fils de nouveau. J'ai rencontré une nounou, une assistante maternelle. C'est une assistante maternelle, plus une nounou, exceptionnelle, qui s'en est occupée comme si c'était le sien. Compris qu'il avait des angoisses parce qu'on n'a plus... Nous, on avait un lit à barreaux à la maison. On n'a jamais pu plus le remettre dans un lit à barreaux. Ah ouais. Il hurlait quand on le posait dans le lit à barreaux. Ouais, ok. Donc, il y avait quelque chose. Ouais. Il y avait quelque chose, ça, elle a compris que c'était pas possible. On a eu le temps de faire, du coup, une adaptation très en douceur, puisque j'ai repris le boulot 1 an après. Et voilà, donc on s'est senti écoutés, en tant que parents, on s'est senti accompagnés. Tout d'un coup, le soleil est arrivé et a décidé de se réinstaller dans nos vies, parce que, tout ça commençait... ça a commencé à aller mieux, quoi. Il était bien gardé. On avait l'impression que le Covid il s'éloignait un petit peu. La dépression, elle était prise en charge. Donc les planètes se sont réalignées finalement. Oui. Et peut-être que le soleil brille plus encore qu'avant. Moi, ça a été un grand renouveau. À ce moment-là, nous, on a décidé de faire un 2e bébé. Ça a fonctionné. Donc j'étais de nouveau enceinte en janvier 2022 et j'ai accouché de nouveau en octobre. Et ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai mis en place des choses pour me préserver pendant ma grossesse et après ma grossesse. Parce que je pense qu'au final, on ne nous informe pas assez sur ce que c'est la dépression postpartum, que ça peut commencer quand on est enceinte. Et on nous guide pas sur ce qu'on peut mettre en place. En fait, on nous parle beaucoup pendant la préparation à l'accouchement
de l'accouchement, des premiers soins au bébé, mais on ne nous parle pas de la mère. Mais c'est quoi les manquements actuels dans l'accompagnement des futures et des jeunes mamans, au niveau, on va dire, étatique, sociétal, quoi? Il y en aurait beaucoup à dire, mais au final, je pense qu'il y a des choses à jouer au niveau des femmes quand elles sont enceintes. Que peut-être qu'il faudrait rajouter dans les préparations à l'accouchement, je sais que certaines le font aujourd'hui, mais tout un pan sur la dépression postpartum. Quels sont les risques? Parce qu'il y a des facteurs de risque, comme je disais, la PMA, l'infertilité, des historiques de violence dans la famille, d'abus. Voilà, on est quand même à risque d'être en dépression. Et puis il y a l'accouchement, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Donc avoir conscience que potentiellement on a un risque de dépression postpartum. Parler du fait que il y a le test, le PDS, l'échelle d'Édimbourg, qu'on peut passer. C'est un test en ligne de 10 questions qui permet de voir où on se situe dans la dépression postpartum ou non. C'est quelque chose qu'on trouve sur le site de Maman Blues, il me semble, oui. C'est ça. Oui, et puis après, en tapant EPDS dans Google, on trouve. D'accord. Donc c'est quand même un outil pour savoir où on en est, qu'on peut passer enceinte et après. C'est important. Donner des numéros aux mamans. Nous, c'est ce qu'on fait chez Maman Blues. On donne des numéros... outre des numéros de psychologues, on donne des numéros type SOS Suicide, 3114. Ouais. On donne Allô parents bébés. Alors, j'ai plus le numéro en tête, mais c'est un 0800 qui est gratuit. Allô parents bébés. D'accord. On peut parler à des psychologues. Il y a SOS parentalité. Il y a le fil des pâtes au beurre. En fait, on n'a pas les outils. Moi, j'avais pas les outils quand j'ai accouché. Que si je les avais eus, je pense que j'aurais fait d'autres choses. Oui. Et puis surtout, accentuer le fait qu'il faut préparer le postpartum, il faut préparer le papa au postpartum, il faut préparer la maman en l'encourageant. Donc ce que je disais, moi j'ai mis en place des choses pour ma deuxième grossesse. C'est-à-dire que je me suis inscrite dans des associations à la parentalité. Et rapidement après la naissance de mon deuxième Antoine, donc, je suis allée faire des ateliers parents-bébés, des cafés parents-bébés. En fait, je ne suis pas restée isolée. Ouais. Je ne suis pas restée isolée. Je ne me suis pas restée isolée. Je me suis mis un coup de pied aux fesses et je suis sortie parce que souvent, quand on a un bébé, on a peur de sortir avec lui. Ouais. On a peur parce qu'il faudrait prévoir ci, prévoir ça. Bon, l'avantage de l'allaitement, c'est que j'avais juste besoin de prendre 2 couches et un change et je pouvais partir où je voulais. Ouais. J'avais pas de biberon. Mais voilà, mieux préparer le postpartum, s'entourer. Et moi, s'il y a des familles qui nous écoutent, qui vont accueillir un bébé, les visites, faire hyper attention aux visites. C'est épuisant, les visites. Quand tu veux dire à l'hôpital ? À l'hôpital, mais surtout après. Après, okay. On n'est pas obligé de recevoir toute sa famille en une fois pour présenter le bébé. On peut le faire en plusieurs fois. Ouais. On peut dire là, pendant 15 jours, je veux voir personne. Enfin voilà, s'écouter, se protéger et voilà. Ouais, super, merci beaucoup. Est-ce que donc du coup, on va parler un petit peu plus précisément de l'association aussi que tu représentes aujourd'hui, donc l'association Maman Blues. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle et de pourquoi aussi tu as tenu à soutenir cette association par ton action, toi ? Alors, quand on devient maman, et surtout quand ça se passe pas très bien, je pense qu'on se pose beaucoup la question on voudrait changer notre vie. Moi, je suis enseignante, je suis passionnée de mon métier, mais aujourd'hui, il m'épuise. Parce qu'on est face à des problématiques qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Et je me suis dit, là, je voudrais aider les mamans. Je voudrais aider les mamans comme personne ne m'a aidée. Moi, au début, je voulais être doula. Je me suis dit, donc j'ai fait une formation de doula, et en fait, je me suis rendu compte que 2 auto-entrepreneurs dans la famille, c'était pas possible. Et j'ai cherché une association pour faire du bénévolat. Et j'ai trouvé l'association Maman Blues. Que je n'avais pas trouvé quand j'étais enceinte, mais en même temps, en dépression, mais j'avais pas le courage, en fait. J'avais pas la force. Oui, tu savais chercher de l'aide. Même pas que ça existait. Oui, je savais pas. Et surtout, il faut arriver à aller chercher de l'aide. Des fois, on n'arrive pas à chercher de l'aide quand on est aussi mal. Bien sûr. Et donc, j'ai rencontré au téléphone Élise, qui est notre présidente. Je lui ai fait part de mon souhait de devenir bénévole chez Maman Blues. Je remplissais les prérequis parce qu'il faut avoir traversé une dépression, une difficulté maternelle. Nous, on parle pas de dépression, mais de difficulté maternelle. Oui, parce qu'il y a plein de formes. On le voit sur le site d'ailleurs. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Déjà, ça peut commencer enceinte. Il y a des femmes qui font des psychoses puerpérales. En fait, l'idée, c'est que c'est tous les achoppements psychologiques qui se font dans le devenir mère. Exactement. Et l'idée, c'est que toutes les femmes, elles se sentent incluses. On est contacté par les mamans, on les renvoie, donc on a un forum où elles peuvent échanger de manière anonyme et gratuite. Ouais. On a des groupes de parole, moi j'en organise en visio tous les mois et parfois en présentiel. Sur tous les départements, sur beaucoup de départements en France, on a des bénévoles qui organisent des groupes de parole. On leur donne des coordonnées psychologues, psychiatres, quand on en a. Vous les orientez. On les oriente, on les écoute. On leur apporte, en fait, nous, c'est de la pérédance, en fait. Mais c'est hyper important. C'est hyper important. Du coup, quel conseil, toi, tu donnerais à une femme qui traverse actuellement on va dire, dépression postpartum, mais aussi tout ce dont parle Maman Blues, c'est-à-dire la psychose puerpérale? Oui, après ça, la psychose puerpérale, c'est
c'est une réaction psychologique très violente qui amène à consulter aux urgences psychologiques. Donc ça, bon, on a moins de cas, mais en tout cas, à partir du moment où on se sent en difficulté dans sa maternité, je parle pas de difficulté maternelle, parce que souvent, quand on parle de difficulté maternelle, on parle de choix de couche, etc. Non. Nous, on est vraiment sur le psychologique de la maman. Nous, on n'est pas pour les conseils de puériculture. Il y a d'autres associations qui le font très bien. Nous, c'est vraiment la difficulté maternelle. Donc, psychologique, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide, même si c'est difficile. De comprendre qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas anormal, et qu'on a le droit d'aller mal et de ne pas aimer la grossesse, l'accouchement, la maternité, de demander de l'aide, de dire, voilà. Et si on a l'impression qu'on ne peut pas en parler avec nos proches, d'aller s'orienter vers Maman Blues, une sage-femme. Puis moi, un conseil surtout que je pense qu'on peut donner, mais c'est plutôt aux accompagnants, aux personnes qui gravitent autour de la mère, de la future mère, c'est quand on voit que quelqu'un va mal, il faut l'écouter, mais il faut l'écouter sans mettre son vécu à soi. Parce que souvent, quand on parle avec quelqu'un, on l'écoute, mais on l'entend pas. Enfin, ou l'inverse, je sais plus, mais on va dire, moi, j'ai vécu ça, ou j'ai vécu pire. Pas, voilà. Oui, effectivement. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu pire, donc en fait, ce que tu ressens, c'est rien. Non. Une femme, une mère vient te voir, mais ça vaut pour tout le monde en fait. Oui, ils ont plein en disant, de voilà, cas. je vais mal, parce que si, parce que ça, ok, toi tu le vis mal. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? T'as le droit de ressentir ça, on peut trouver une solution. Donc donner la main à la personne qui vient demander de l'aide et l'accompagner, chercher de l'aide pour elle, avec elle. Les pères, ils peuvent contacter Maman Blues, ils peuvent contacter le médecin pour... voilà, c'est pas juste laisser la femme dans son mal-être. Donc c'est écouter, ne pas juger. Et ne pas insister. Parce qu'on peut faire face à des femmes qui ne vont pas bien, qui ne veulent pas en parler, mais on voit qu'elles vont mal. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est pour les diriger justement vers des podcasts, pour les témoignages. Sûr, Maman Blues, nous, on a toute une section avec des témoignages. Les emmener à lire des romans sur le sujet. On a une bibliographie, d'ailleurs, si ça t'intéresse, sur Maman Blues. Voilà, l'amener à écouter les histoires d'autres personnes. Pour voir s'il y a quelque chose qui se joue en elle. Mais l'accompagner, en fait. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à parler qui ne veut pas parler. Bien sûr. Voilà. Et surtout sur des sujets comme ça, on peut ressentir rapidement une forme de honte et donc s'isoler en se disant que je ne suis pas normale, il y a un truc qui ne va pas chez moi. Pour finir sur une note un peu légère, est-ce que tu as en tête une femme connue, fictive ou réelle qui a pris la parole sur le postpartum justement et dont le témoignage t'a marqué, toi ? Eh bien non, parce qu'en fait... je suis impressionnée par toutes les femmes qui parlent de dépression postpartum, qui parlent de difficultés maternelles, parce que je pense qu'on est toutes fortes, qu'on est des warriors. Toutes les femmes qui en parlent, célèbres, on va dire, qui prennent la parole, bravo à elles. Mais moi, celles que j'admire, c'est celles qui sont dans l'ombre et qui osent dire « je vais mal » et qui commencent à en parler un petit peu à leurs copines, à leur famille, sur des pages Instagram. Je suis profondément... moi, j'adore Élise, qui est notre présidente, qui est une femme très forte, qui a une histoire incroyable. Et moi, je suis fière de connaître ces femmes-là. Et voilà. On est toutes fortes. Ah bah merci, parce que c'est vrai que c'est autant important d'oser en parler à ses proches que d'aller potentiellement témoigner, que ce soit dans une émission de télé quand on est très connu ou quelque chose comme ça. La démarche est la même et c'est toujours courageux d'ouvrir la parole sur ces sujets. Je te remercie beaucoup, Aurélie, d'être venue me rendre visite au studio. Si cet épisode vous a touché, ou si vous êtes concerné de près ou de loin par la dépression postpartum et les différents sujets qu'on a abordés au cours de cet épisode, sachez déjà que vous n'êtes pas seul. Maman Blues, notamment, est là pour écouter, soutenir et orienter toutes les mamans en difficulté. Vous pouvez trouver toutes leurs ressources et leur forum d'entraide sur mamanblues.fr. Donc n'hésitez pas non plus à soutenir l'association si jamais l'envie vous en dit. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager autour de vous, parce que plus on en parle, plus on brise le silence. Merci encore, Aurélie. Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors c'est, la lettre C, pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt !